Bonjour à tous, et puis peut-être pour commencer, déjà merci aux organisateurs de m'avoir invité. J'ai pas très souvent l'occasion de venir dans cette partie-là de la France, on va dire. Donc ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés autrement. Et bravo pour l'organisation, je sais que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et puis sans trop perdre de temps, voilà, je travaille sur le fonctionnement de la mémoire. On va faire un peu un grand écart sur la manière de parler de la mémoire avec ma présentation, parce qu'on va être sur des choses peut-être beaucoup plus bas niveau. On va parler donc de la relation entre fonctionnement mnésique et le système sensorimoteur, mais peut-être avant, pour commencer, c'est toujours bien de parler de choses que tout le monde connaît à peu près. Normalement, quand on a fait ne serait-ce qu'un an ou deux de licence de psycho, on a forcément entendu parler de ce genre de choses. Donc, première chose, le modèle de Tolving. Vous connaissez tous, à mon avis, vous en avez tous au moins un petit peu entendu parler. Vous savez qu'on divise ce grand système qui est la mémoire en sous-systèmes qui vont tous gérer un type de connaissances différentes. On va avoir de la mémoire déclarative, procédurale, épisodique, etc. C'est pas ce genre de choses dont on va parler aujourd'hui. En fait, on va pas non plus s'inscrire dans ce genre de modèle. Alors ça c'est très connu, ça peut-être un tout petit peu moins. Bah bon, si on travaille sur la mémoire, on connaît quand même normalement. Dans tous les cas, il s'agit de modèles qu'on peut qualifier de structuralistes, dans le sens où c'est des modèles qui en fait vont s'attacher à décrire vraiment la structure de la mémoire, son organisation, son architecture en quelque sorte. Alors ils sont très bien, très utiles en clinique notamment, ils sont d'ailleurs souvent issus de la clinique pour une bonne partie. Ils permettent de mettre en relation des sous-systèmes de mémoire avec des zones du cerveau particulières. Ils vont donc nous permettre de bien connaître l'organisation de nos différentes sous-composantes de la mémoire. Mais nous on ne va pas être là-dedans, donc on va être sur des modèles qu'on peut appeler fonctionnalistes, qui sont généralement quand même beaucoup moins connus, il y en a beaucoup moins. Et leur particularité, ça va être que ces modèles vont davantage s'attacher à décrire ce que contient la mémoire à un niveau peut-être beaucoup plus basique. Donc. Et l'idée de base, ça va être que dans la mémoire, finalement, ce qu'on stocke, ce qu'on encode, ce qu'on stocke et qu'on récupère, quand on encode, stocke et récupère une connaissance, eh bien ça va être avant tout de l'expérience sensorimotrice. Alors je vous parle de ça, c'est possible que vous connaissiez un petit peu tout ça, parce que le modèle que je vais vous décrire juste là, c'est un modèle qui a été élaboré à Lyon, en particulier par l'équipe de Rémi Versas, donc j'imagine que c'est quasiment vos voisins pour vous, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler. Mais l'idée de base, donc, c'est qu'il y aurait une espèce d'équivalence, enfin même une équivalence totale entre perception et mémoire, qui serait un petit peu deux pôles opposés d'un même continuum. C'est-à-dire que, bon là j'ai emprunté une citation que je trouvais bien, que j'ai lue une fois dans une thèse. L'idée, c'est que la différence entre perception et mémoire réside dans le fait que, dans le cas de la perception, donc on a des propriétés qui sont perceptivement présentes devant les yeux, devant la modalité sensorielle de votre sujet, alors que dans le deuxième cas, celui de la mémoire, eh bien, elles sont absentes, et votre mémoire va vous permettre de les réactiver, de les réenacter, de les refaire vivre, si vous voulez. Alors pour expliquer ça de manière peut-être un petit peu plus visuelle, ça aide, je pense, à bien comprendre quand on n'a jamais entendu parler. L'idée ici, c'est que voilà, on peut considérer que ça représente schématiquement votre perception à un instant T de votre vie. Alors vous avez votre système, différentes modalités dans le système sensoriel, vous avez différents muscles dans votre corps, et puis tous à chaque instant sont stimulés d'une manière donnée. Vous voyez qu'il y a des petits carrés de couleurs, qu'il y a certaines fois où le carré est allumé, d'autres fois où le carré est éteint. Ça, on peut considérer qu'en fait, ce seraient des espèces de primitives sensorielles, des espèces de primitives motrices qui seraient activées ou pas activées à un instant donné. Ce serait un petit peu, si vous voulez, si on parlait en termes presque philosophie de l'esprit, des qualia de l'expérience dont on fait, que l'on vit à chaque instant. Et donc l'idée avec notre modèle fonctionnaliste, c'est que quand on va encoder une connaissance, finalement ce qu'on va encoder, c'est ça qu'on va faire passer en mémoire, ce pattern particulier d'activation sensorimoteur, et puis on va l'ajouter, donc cette nouvelle trace à un ensemble de traces dont on avait déjà fait l'expérience par le passé, et donc ensuite on va pouvoir éventuellement avoir des régularités entre les différentes traces. Vous voyez que des fois il y a des choses qui sont allumées de la même façon entre les différentes traces, ça va pouvoir servir de base à des phénomènes comme la sémantisation par exemple. Bon, bref, je ne décrirai pas tout ça parce que ce n'est pas un propos aujourd'hui, puis je vous conseille plutôt d'aller lire les articles directement de Versas si ça vous intéresse. Mais voilà un petit peu ce qui se passe pour l'encodage, donc, et quand vous voulez récupérer une information en mémoire, il va falloir que vous soyez capable de faire le cheminement inverse, c'est-à-dire d'aller chercher dans toute votre réserve de traces amnésiques celle qui correspond à la connaissance qui vous intéresse et à la réinjecter dans le système perceptif, en fait, à la réenacter, la faire vivre une deuxième fois, sachant qu'évidemment, ce n'est pas forcément aussi facile à dire qu'à faire.
Donc voilà un petit peu plutôt le type de modèle dans lequel mon travail peut s'inscrire. Et les objectifs de ma thèse, c'était d'essayer de déterminer s'il y a un lien entre sensorimotricité et mémoire. Donc, clairement, il y en a un, je ne suis pas du tout la première personne à m'y intéresser, mais plus particulièrement savoir si ce lien peut être mis en évidence par des protocoles dans lesquels on va chercher soit à activer le système sensorimoteur, à le booster en quelque sorte, ou en lui donnant des informations qui vont être dans une modalité plus apte, plus prompte à stimuler le fonctionnement sensorimoteur, ou bien à l'inverse, si quand on va fournir une information mais qu'on aura un peu entravé l'activité sensorimotrice, qu'on va chercher à la mettre en veille, et bien là on peut aussi avoir des effets plutôt négatifs. Pour commencer avec l'activation sensorimotrice, alors là encore on n'a rien inventé, puisqu'on a démarré en se basant sur des choses que probablement vous connaissez, vous avez entendu parler là encore. Vous avez sans doute entendu parler d'un effet qu'on appelle l'effet d'énactement et qui a lieu lorsqu'on demande à nos participants d'encoder une phrase d'action qui peut être soit lue simplement, soit réalisée directement par le participant. Donc vous vous avez cette phrase, prendre la fourchette, la poser à droite de l'assiette, soit vous l'écrivez sur une feuille et le participant la lit, soit vous leur dites, vous lui dites, fais ça. Et en général, ce qu'on observe quand même quasi systématiquement, à quelques rares exceptions près, ce qu'on observe, c'est que normalement, en conditions action réalisée, on a une meilleure performance de mémoire. Donc ça, ce sont des résultats qui se reproduisent bien, qui sont robustes, on les retrouve avec différents types de tâches de mémoire. Par contre, on n'a pas encore vraiment de consensus, même pas du tout de consensus, sur les mécanismes qui sont à la base de l'effet d'énactement. Et il y a deux grandes familles d'hypothèses pour expliquer cet effet d'énactement. La première, ça va être que, oui, quand vous réalisez une action, plutôt que de simplement la lire, vous allez avoir un codage moteur, un codage donc, de primitif sensorimotrice supplémentaire qui va éventuellement vous aider à avoir une trace mésique qui sera plus complète, qui sera meilleure, et donc vous aurez ensuite de meilleures performances de mémoire. Et puis, différemment, vous allez avoir des explications qui vont plutôt s'axer sur le fait que quand vous lisez une phrase, vous pouvez le faire de manière assez passive finalement. Quand vous lisez ça, vous n'avez pas besoin de réellement chercher à bien comprendre ce qui se passe dans l'action qu'on vous décrit, quand simplement cette phrase-ci. Alors que si on vous demande de la réaliser, il va falloir que vous la planifiez, il va falloir que vous compreniez réellement bien quelles sont les interactions entre les différents éléments, les différents items de la phrase. Donc la fourchette, vous n'allez pas la prendre n'importe comment, peut-être vous n'allez pas la poser n'importe où par rapport à l'assiette. Il va falloir bien comprendre comment tout ça s'organise. Vous allez avoir un traitement conceptuel sémantique plus important. On pourrait parler aussi éventuellement de profondeur de traitement qui serait plus important. Donc voilà, qu'est-ce qui est l'explication la meilleure de l'effet d'énactement pour le moment? C'est pas tranché, mais c'est plutôt, si on regarde la littérature, j'ai l'impression récente, c'est le deuxième type d'explication qui a plutôt le vent en poupe. Alors que bon, dans le type de modèle dont je vous parlais moi, ce qui va nous intéresser, on s'en rend assez facilement compte, c'est plutôt le premier type d'hypothèse. Comment est-ce qu'on peut faire avancer tout ça? Eh bien, alors notamment, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que pour les gens qui sont partisans de ce deuxième type d'hypothèse, selon lequel c'est l'amélioration des relations conceptuelles et sémantiques entre les parties de la phrase qui va améliorer les performances de mémoire, eh bien, il y en a certains qui se basent sur des études qui ont été réalisées, quelques rares études, dans lesquelles on a comparé les performances de mémoire pour des actions qui pouvaient être soit lues par le participant, soit réalisées par le participant, donc effet d'énactement classique, soit seulement observées. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'était l'expérimentateur qui faisait une action, et puis le participant regardait, et il devait ensuite essayer de rappeler un maximum les actions qu'il avait vues. Et ce qu'on trouve en général dans ce genre d'études, c'est que les actions observées et réalisées mènent à des performances de mémoire qui sont comparables. Et ça a été interprété par certains auteurs comme indiquant que finalement l'encodage de primitifs sensorimotrices, ça n'avait pas d'influence sur les performances mésiques, puisque les participants n'ont pas réellement bougé, ils ont simplement observé, et ils ont des performances de mémoire qui sont similaires, donc ça semble indiquer que quand le participant observe l'action, il a du recul, il a de la possibilité de voir comment les différents items de l'action interagissent les uns avec les autres, et c'est ça qui favorise sa mémoire. Donc ça va plutôt dans le sens de la deuxième théorie explicative dont je vous parlais tout à l'heure. Malgré tout, on a trouvé que c'était moyennement satisfaisant comme argumentation, qu'il y a quand même une assez vaste littérature qui indique que quand vous observez quelqu'un réaliser une action, même si clairement
pas comme si vous la faisiez vous-même, mais il y a quand même un chevauchement important entre les zones du cerveau qui vont contrôler la réalisation d'actions par vous-même et celles qui vont vous permettre d'identifier ces actions quand c'est quelqu'un d'autre qui les réalise. Toute cette littérature sur les neurones miroirs, toute cette idée selon lesquelles les représentations sémantiques sont communes entre les actions qu'on effectue nous-mêmes, qu'on voit observer par d'autres personnes. Donc l'idée, c'était de dire, finalement, quand on observe quelqu'un faire une action, même si on ne la réalise pas nous-mêmes, il y a probablement quand même quelque chose de sensorimoteur, quelque chose de l'ordre de l'action qui est encodé et qui sert dans une perspective de mémoire. Donc pour tester tout ça, on a réalisé 2 études ici pour cet article. Première étude, on a cherché d'abord dans un premier temps à répliquer l'effet positif de l'observation d'action. Comme je vous disais, il n'y a quand même pas énormément d'études qui ont été faites là-dessus. On a voulu le faire avec un matériel standardisé parce que la plupart du temps, c'était quand même systématiquement. C'était des études où l'expérimentateur faisait lui-même l'action, donc pas exactement sûr que l'action est toujours la même. Et puis il peut y avoir peut-être éventuellement aussi un effet de demande expérimentale quand l'expérimentateur vous dit « regarde bien ce que je fais ». Voilà. Et puis, plus important, on a essayé de faire en sorte de ne pas laisser à nos participants la possibilité que notre condition action améliore le traitement des relations conceptuelles sémantiques entre les items. C'est-à-dire que quand on vous présente une phrase, eh bien oui, si on vous présente ça avec une action, l'action peut servir de glue qui va lier entre eux les différents items les uns avec les autres. Mais si l'action, elle illustre simplement un verbe seul, elle ne peut rien lier du tout. L'action va simplement illustrer le verbe marcher ou le verbe jeter. Et dans ce cas-là, si on a des meilleures performances en condition action, ça pourra difficilement être attribué à une amélioration du traitement de ces relations conceptuelles, sémantiques ou profondeur de traitement. Donc, nos participants, on leur a fait réaliser une tâche de mémoire où ils devaient mémoriser, il me semble que c'est 40 verbes, et ces 40 verbes étaient présentés soit avec des définitions du dictionnaire, soit donc avec des vidéos d'action en point light display. Les point light display, donc c'est des petits points lumineux blancs comme ce que vous avez ici, qui représentent en fait une silhouette humaine en train d'effectuer une action. L'idée, donc, c'était de comparer quelle modalité permettrait d'avoir des performances de rappel libre derrière qui seraient les meilleures. Et ce qu'on observe, c'est des performances de rappel libre qui sont meilleures en condition action. Alors ici, j'ai marqué, c'est une erreur de notation ici, mais on a ici, c'est lorsque vous avez accompagné le verbe d'une action. Ici, là, c'est lorsque vous avez accompagné le verbe d'une définition du dictionnaire. Et on voit qu'on a de meilleures performances pour les actions. Après, on peut interpréter ça comme indiquant que plus d'informations sensorimotrices favorisent les performances de mémoire, ou que cette modalité sensorimotrice de l'information a été bénéfique, mais on peut quand même aussi trouver des limites à cette étude, et notamment, première limite importante, c'est que ces point light display qu'on utilise, ces silhouettes humaines en point lumineux, c'est quand même pas très courant dans la vie quotidienne comparé à une définition du dictionnaire, donc on peut penser que nos participants n'ont pas l'habitude d'en voir et que ça a davantage attiré leur attention, plus forte distinctivité donc. Et puis, il y a aussi une différence éventuellement en termes de nombre de modalités d'encodage, puisque quand on vous fait lire un verbe et sa définition écrite, vous ne faites que lire, alors que quand on vous fait lire un verbe et qu'on vous demande aussi d'observer une action en vidéo, ben vous avez potentiellement 2 types d'encodage différents, donc une mémoire, enfin des performances de mémoire qui s'améliorent. Donc il fallait contrôler un petit peu pour tout ça, et pour contrôler pour tout ça, on a réalisé une deuxième action dans laquelle cette fois-ci, on a simplement testé des vidéos de point light display, donc toujours un verbe présenté avec soit un point light display classique comme ceux que vous avez vu tout à l'heure, soit avec des point light display qui représentent des mouvements qu'on appelle des mouvements non biologiques. Alors c'est pas forcément évident quand on les voit pour la première fois de comprendre ce qui cloche vraiment avec les mouvements non biologiques. Ils sont juste, enfin moi je les trouvais juste bizarres en fait, surtout celui-ci est particulièrement bizarre, je fais exprès d'en mettre des plus ou moins bizarres. Là, ce qui se passe avec le non biologique, c'est que les points qui représentent la silhouette humaine passent toujours par les mêmes zones du plan, par contre elles ne le font plus à la même vitesse, on a modifié la cinématique de l'action. Et ça, on pense que si le participant il améliore sa performance de mémoire en encodant des propriétés sensorimotrices, bien ça devrait le perturber, on devrait avoir de moins bonnes performances. Et c'est en effet ce qu'on a observé dans cette deuxième expérience, avec donc l'écart entre les deux est un petit peu plus petit ici, hein, mais on a quand même des performances de mémoire qui sont meilleures en conditions action biologique qu'en conditions action non biologique. Ça va, je vous assomme pas trop? Bon. Alors, sur la partie activation sensorimotrice, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Enfin,
petit résumé, c'est vrai, j'avais oublié, mais globalement, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'observation facilite bien la mémorisation de nos verbes, que la cinématique semble participer à cet effet, et que les interprétations qui sont basées sur le traitement sémantique, conceptuel de l'effet d'énervement ou de l'effet d'observation d'action sur la mémoire, même si je ne dis pas du tout qu'elles sont fausses, mais elles ne sont pas forcément indispensables peut-être. Après, en termes de mécanique, de mécanisme explicatif de ces effets, eh bien, on peut penser que le fait d'observer une action, ça va donc impliquer l'encodage de davantage de primitives sensorimotrices et que ça, comme c'est ce qui constitue, comme c'est ce qui constitue votre souvenir, votre connaissance, bah, finalement, plus vous avez encodé de primitives et plus votre connaissance elle va être claire, facile à récupérer. Donc cette fois-ci, je pense que j'ai vraiment fait le tour, oui. Passons à la désactivation sensorimotrice. Donc comment opérationnaliser ça? C'est un petit peu plus compliqué. On a utilisé un protocole d'immobilisation manuelle pour ça. L'idée avec l'immobilisation manuelle, donc voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble en fait. Quand vous faites de l'immobilisation manuelle, vous demandez à vos participants de venir 24 heures avant le début de l'expérience à proprement parler, et puis vous leur faites porter sur leur main dominante, droite, systématiquement on a tous des droitiers, une attelle comme celle-ci qui va immobiliser leurs doigts, leurs poignets, et puis un gilet d'immobilisation qui va tenir leurs bras en écharpe pendant 24 heures, de manière à ce qu'ils bougent vraiment le moins possible, un peu comme s'ils avaient le bras dans le plâtre. Donc c'est des protocoles qui sont pas insurmontables, mais relativement contraignants pour les participants. Mais l'avantage avec ça, c'est que on sait que même une courte période d'immobilisation manuelle comme ça va induire de la plasticité cérébrale, ça va induire des changements neurophysiologiques, et puis ça va avoir des conséquences sur certains types de tâches cognitives, notamment des tâches cognitives comme des tâches de rotation mentale, en particulier des rotations mentales de main, d'imagerie, des choses comme ça. Et ça va être particulièrement intéressant pour nous pour la suite, j'y viens juste après. Donc on faisait venir nos participants, on les immobilisait pendant 24 heures, le lendemain ils revenaient, cette fois-ci, tâche de mémoire assez classique avec apprentissage de listes d'objets qui peuvent être soit, donc de photos d'objets, qui peuvent être soit des objets manipulables, j'en ai d'ailleurs ici, soit des objets non manipulables. L'idée derrière, qui sûrement est assez saillante déjà, c'est que quand vous immobilisez donc, la sphère manuelle du système sensorimoteur, quand c'est cette partie-là que vous avez perturbée, vous allez plutôt perturber la mémoire pour ce type d'objet que pour des choses comme ça, parce que l'essentiel, alors pas l'essentiel peut-être, mais une bonne partie des connaissances que vous avez pu avoir sur ce type d'objet-là, vous les avez acquis avec votre main, et ça beaucoup moins. Et puis il y a aussi toute une littérature, et c'était ça au début qui guidait cette expérience, toute une littérature qui qui indique assez fortement quand même que le traitement cognitif des objets manipulables, il va entraîner de manière quasiment automatique une amorce des gestes de saisie, une potentiation des gestes de saisie qui correspondent à l'utilisation des objets manipulables. Donc quand vous voyez un ciseau, quand vous voyez une pomme, ça vous fait amorcer le geste qui va correspondre à la saisie de cet objet. Et donc ce geste amorcé pourrait finalement faire partie de la trace sensorimotrice qui correspondra à votre souvenir de cet objet. Donc on devrait observer des choses un petit peu différentes après l'immobilisation, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'immobilisation, on sait que, c'est pas exactement sur le même type de tâche, mais on sait que ça a une influence sur des tâches qui impliquent de l'imagerie motrice et de l'imagerie mentale. Après, en ce qui concerne la tâche de mémoire, on a fait des choses assez simples. On a premièrement apprentissage, tâche distractrice, pas distractive, rappel libre et reconnaissance de 32 items anciens, 32 items nouveaux avec mesure de précision de la reconnaissance et puis des temps de reconnaissance. Et ce qu'on observe en termes de résultats, c'est dans un premier temps pas d'effet sur les performances de mémoire. Donc ça veut dire qu'on n'a rien du tout sur le rappel libre ou sur la reconnaissance. On n'a rien du tout sur la reconnaissance, les pourcentages de clips et des primes, ce genre de choses. Par contre, on a quelque chose sur les temps, et vous allez me dire éventuellement, puisqu'on a posé la question déjà, est-ce que ça nous intéresse vraiment d'avoir des différences sur les temps de reconnaissance à partir du moment où mon participant il a les mêmes performances de rappel, de reconnaissance? Je m'en fiche un petit peu de savoir qu'il y a 50 millisecondes d'écart entre deux types d'objets. Mais c'est intéressant malgré tout. Alors cet écart est chez les contrôles, pas chez les immobilisés. Ici en fait on a une différence entre objets manipulables qui sont reconnus plus lentement chez les contrôles que les objets non manipulables, et pas de différence ici dans le groupe immobilisé. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça matche plutôt bien avec ce qu'on peut attendre dans le cadre de nos modèles fonctionnalistes dont je vous parlais tout à l'heure, puisque, admettons que vous voyez un objet manipulable comme celui-là,
ben, si on en croit un modèle fonctionnaliste, que vous allez encoder, c'est différentes qualités visuelles, auditives, olfactives qui correspondent à l'instant donné, et puis éventuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose qui va correspondre à de la simulation motrice de l'interaction avec l'objet, puisque c'est un objet manipulable. Donc quand vous êtes un participant contrôle et que vous voyez un marteau, vous encodez quelque chose comme ça, 3 petites traces, hein, admettons, qui correspondent à la simulation motrice, et quand vous êtes un participant immobilisé, eh bien vous encodez pas tout ça, probablement, parce que l'immobilisation gêne le recours à l'imagerie motrice. Donc votre participant immobilisé se retrouve avec une trace qui est moins complète, et une trace moins complète, ben, ça signifie finalement une trace qui potentiellement peut être rappelée un petit peu plus rapidement, même si là on n'était qu'à 0.08, mais c'est surtout ici l'absence de différence qui semble indiquer ça. J'aurais bien voulu vous parler d'autre chose, mais je vois que je n'aurai pas le temps du tout, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions.